Nous avons donc décidé de faire cet atelier avec Soline donc Boquillon-Leguaziou, qui est CEO de Soft Kids. Tu nous diras ce que c'est que Soft Kids. Et puis avec Benoît Duchâtelet, donc sous le pseudonyme de Joséphine aujourd'hui, Joséphine. ouais, qui est notre expert en communication et notamment en réseaux sociaux. C'est lui qui vous accompagne durant le parcours Femmes en Vue. Alors Solène, je te laisse la parole pour te présenter et ensuite Benoît, si tu as quelque chose à dire en plus de ce que je viens de dire, nous t'écouterons. Voilà, Solène. Alors, Ok. Soft Kids, qu'est-ce que Alors, c'est? donc juste pour me présenter, je suis une ex-DRH à l'international chez Shell, une entreprise anglo-néerlandaise d'énergie. Et il y a 5 ans, j'ai quitté Shell pour créer SoftKids parce qu'en fait, chez Shell, les compétences les plus importantes, c'était les soft skills et pas les diplômes. Et moi, ça m'a permis de naviguer pendant 13 ans, de gérer ma carrière et de développer des soft skills comme par exemple la résilience, l'esprit critique, la curiosité de manière quotidienne. Et partant du constat qu'on vit dans un monde qui évolue de plus en plus vite, qui a une obsolescence programmée des compétences. Quand on avait un diplôme dans les années 80, la durée de vie des compétences acquises, c'était 30 ans. Aujourd'hui, c'est 2 mois à 2 ans. J'ai décidé d'aller développer les soft skills des enfants, puisque c'est là où il y a le plus d'impact. Toutes les ONG recommandent de développer les compétences socio-comportementales des enfants dès le plus jeune âge pour améliorer leur réussite scolaire, leur santé mentale et leur insertion professionnelle. Donc SoftKids, c'est deux applications, une pour la famille pour développer les soft skills en famille avec ses parents. C'est un temps d'écran qualitatif en famille avec des sessions en moyenne de 12 minutes qui aident à développer la confiance en soi, l'esprit critique, l'accueil des émotions, le vivre ensemble, la persévérance, etc. Et des applications pour développer les compétences, donc les soft skills en primaire et au collège. On est notamment lauréat d'un appel d'offres avec l'Éducation nationale pour accompagner 500 000 élèves dans 8 académies sur 5 ans. Voilà. Merci Solène. C'était important en fait qu'elle explique parce que nous allons suivre en fait les posts de Solène, donc il était important que vous sachiez de quoi on parlait. Et bien sûr, Solène a suivi le parcours Femmes en Vue de Vox Seminar. Benoît, est-ce que tu voudrais présenter? Alors, volontiers. Benoît Duchâtelet, moi je suis le mari de Solange Doumic qui était lauréate de la première promotion et un ami ancestral de Valérie Tandon de Marsac. Là, tu Et la rajeunis pas, hein? non, exactement, tous les deux, on est un peu concernés par le siècle dernier, on y arrive très bien. Et le pseudo Joséphine, donc ça, on a vu ça pourquoi tout à l'heure. C'était pas une intégration dans Vox Féminin, c'était une erreur de ma fille. J'ai dirigé une agence de communication spécialisée en e-réputation et visibilité sur Internet pour la gestion de son double numérique, de faire en sorte que ce qui apparaît en texte, en photo, en vidéo, sur une requête Google de votre prénom et de votre nom, soit des informations que vous validiez vous-même et que vous ne subissiez pas ce que Google a dans le ventre. Et donc, il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Et aujourd'hui, à l'idée de Solène et d'Emmanuel, c'était justement de pouvoir garder ça en tête, que lorsqu'on Merci de écrit, couper vos micros, s'il vous plaît. ah, c'est Pénélope qui marche avec un micro. Oui, Pardon. merci. Excuse-moi, Benoît. Et de pouvoir coupler ça, c'est-à-dire que quand on a le réflexe d'assurer un copywriting bien pensé, il faut le faire dans un cadre où on a préparé, par exemple, son compte LinkedIn avec une certaine optimisation du compte, parce que c'est pas la peine de se mettre en lumière si finalement le compte n'est pas encore retravaillé. Et effectivement, on pourra prendre l'exemple de quelques-unes pour voir que souvent, on l'a fait il y a 10 ans et on s'en est plus occupé. Les algorithmes de LinkedIn ont changé, les options ont changé, ça vaut le coup de retravailler, ne serait-ce que le choix des images, la façon de nommer le texte d'introduction, et on pourra voir 2-3 exemples rapidement ou répondre à vos questions là-dessus pour être un peu concret. Voilà. Alors justement, on va prendre comme exemple déjà Solène, qui, elle, publie beaucoup sur LinkedIn ou sur d'autres. Et donc, quand je t'ai proposé donc, de regarder tes posts sur LinkedIn, tu m'as dit, bah ouais, mais enfin, c'est pas fabuleux parce que moi, je ne fais pas comme on conseille de faire. Alors, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu ne fais pas comme on conseille de faire et qu'est-ce que tu fais à la place. Ok. Et qui conseille quoi? Qui conseille quoi? Parce que c'est Oui, en Ouais. plus. pas grave de faire autre chose. Alors, juste pour que j'explique, en fait, parce que je pense que c'est très important ce qui a été dit sur le fait que souvent on a un compte LinkedIn depuis 10 ans, voire plus. Moi, en fait, quand j'étais DRH chez Shell,
j'étais un peu la référente LinkedIn de la boîte et j'aidais les gens à optimiser leur profil et je faisais ce qu'on appelle, puisque comme j'étais DRH, de la marque employeur. Et donc, je postais sur Shell, ce qu'on faisait de bien chez Shell pour essayer d'attirer les meilleurs talents. Et donc, j'aidais mes collègues à avoir un bon profil et à poster sur l'entreprise. Néanmoins, moi, je pense qu'il y a un avant et après LinkedIn avec le Covid, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont commencé à vouloir, je pense, recréer du lien professionnel via LinkedIn parce qu'ils n'étaient plus au bureau. Et je pense aussi qu'il y a un avant et un après, mais c'est mon analyse personnelle. Clubhouse, je ne sais pas si certaines ont connu, mais c'était en fait un réseau social audio où les gens partageaient que des choses sur le milieu professionnel. Donc en fait, on pouvait se trouver pendant une demi-heure ou une heure dans des clubs audio où on allait parler du marketing, où on allait parler de la vente, etc. Et il se trouve que ce réseau social a énormément marché pendant le troisième confinement, je crois. Et ensuite, il a fait enfin, il a complètement, tout le monde a arrêté de l'utiliser parce que tout le monde est retrouvé au travail, donc on ne pouvait plus passer une heure à écouter des choses. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens qui étaient très, très actifs sur ce réseau social Clubhouse, qui était audio, se sont déplacés sur LinkedIn. Et c'est là que je me suis dit, tout a changé, la donne a changé et en fait, on a énormément de gens qui font du personal branding et du copywriting. Et là, je me suis dit, t'es plus du tout dans le game, t'es plus du tout à la page, il faut que tu te formes parce que poster comme tu postais chez Shell sur la marque employeur, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus que de dire j'ai hâté à tel événement, c'était formidable. Ça n'apporte rien et on est en concurrence avec des gens qui essayent d'apporter de la valeur ajoutée à leur audience et c'est là où je me suis dit qu'il fallait que je me forme. Du coup, j'ai fait une formation en copywriting, euh, mais c'était vraiment pour déclencher pour avoir un mécanisme d'écriture qui devienne automatique. Parce que mon problème, c'est que moi, j'ai du mal à faire court. Et donc, quand je faisais un post, ça me prenait en moyenne 1 heure et demie. Et donc, si on veut poster de manière régulière, devoir écrire 1 heure et demie, c'est vraiment trop long, quoi. On n'optimise pas son temps. Donc, c'est pour ça que je me suis formée sur ce sujet pour avoir des posts un peu plus impactants. Donc, en fait, c'est là où j'ai appris qu'il fallait absolument que je travaille mon accroche, qu'il fallait que j'essaye de voir quelle émotion je voulais donner à mon lecteur, qu'il fallait que je vois quelle allait être ma ligne éditoriale. J'avais un peu l'impression de parler un peu de tout sans avoir une vraie ligne. Et j'ai mis en place un mécanisme d'écriture que j'ai commencé à mettre en place début 2022. Donc, en fait, les 3 premiers mois de 2022, j'ai posté tous les jours pendant 3 mois, sauf le samedi et le dimanche. Ensuite, le deuxième trimestre, j'ai posté 3 fois par semaine. Après, je pense que j'ai eu une overdose le troisième trimestre de l'année. Je n'ai pas posté. Juin, juillet, août. Non, juillet, août, septembre. Enfin, voilà. Il y a eu 3 mois où je n'ai pas posté parce que je fais des analyses que je partage sur LinkedIn. Voilà. Et en fait, le dernier trimestre, j'ai recommencé à poster. Et aujourd'hui, en moyenne, je poste 3 fois par semaine. Et tout le travail que j'ai fait début 2022 a porté ses fruits puisque, en fait, quand j'ai commencé début 2022, je devais avoir 4500 followers. Aujourd'hui, j'en ai plus de 11 200. En moyenne, quand je fais des posts, j'ai à peu près 200 likes, à peu près 80 commentaires, donc un beau taux d'engagement. Néanmoins, ce que je dis, c'est que je ne fais pas forcément comme tout le monde parce que aujourd'hui, en termes de copywriting, on vous dit faites des posts courts, trouvez vos ennemis, donc allez vraiment dans le clash. Et moi, c'est des choses qui ne me correspondent pas, qui ne sont pas dans mes valeurs. Enfin, moi, je suis là pour
aider les enfants à vivre ensemble, à apprendre qu'on peut débattre sans se battre. Et donc, je ne suis pas là pour dire aux gens, vous n'avez rien compris à la vie, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, je suis beaucoup plus nuancée dans mes propos, ce qui fait que j'ai peut-être moins de followers que ce que je pouvais avoir si j'étais beaucoup plus dans le clash, mais ça ne me correspond pas. Autre chose, je n'arrive pas à faire des posts courts. Tous mes posts, quand j'arrive avec mon premier brouillon, font plus de 3000 caractères. LinkedIn, c'est 3000 caractères. Et donc, je suis toujours en galère à essayer d'arriver à mes 3000 caractères, mais je n'arrive pas à faire court. J'ai des personnes qui me disent tes posts, ils sont trop longs. Ce à quoi je leur réponds, vous pouvez ne pas me suivre. J'estime qu'aujourd'hui, j'ai 11 000 followers. Si ces 11 000 personnes me suivent, c'est parce qu'ils aiment bien mes posts, mais en fait, personne ne les oblige à me suivre. Donc, si mes posts sont trop longs, eh ben, ce n'est pas un problème. Parce que pour moi, c'est ce que je disais à Emmanuel en préparant cette intervention, le plus important, si on commence à écrire sur LinkedIn de manière régulière, c'est quand même de se faire plaisir. Et en fait, c'est pas pour y aller pour ne pas avoir envie et dire oh là là, il faut absolument que je fasse un post LinkedIn parce qu'il faut faire un post LinkedIn. Moi, j'ai envie d'y prendre du plaisir. J'aime beaucoup écrire et j'écris à ma manière et je l'écris comme je l'aime. Donc en fait, je ne m'adapte pas forcément aux standards. Je n'ai pas forcément une communauté de 50 000 personnes aujourd'hui parce que je ne suis pas dans les standards. Mais pour moi, l'important, c'est d'avoir une communauté qualifiée qui me suit et qui peut me relayer et avoir un compte qui me ressemble. Merci Solène, ça c'est important. Benoît, oui, justement. C'est ça, c'est exactement la conclusion utile. C'est qu'il ne faut pas rentrer dans une case et pas chercher à faire comme quelqu'un ou comme quelque chose. Il faut faire quelque chose qui vous ressemble. Peut-être le point que pourra, Solène, si tu veux bien revenir sur le choix que tu fais d'un post au lieu d'un article. C'est-à-dire que dans ta rédaction, tu as le profil de quoi, tu as de quoi nourrir un article. Pourquoi tu fais l'option d'un choix de post et non pas d'un article alors que la longueur de tes posts pourrait faire l'objet d'un article qui, de temps en temps, en référencement naturel, a une meilleure portée. Donc là aussi, comment tu fais le choix pour que chacune puisse se projeter sur… Et Alors, Benoît, tu peux nous expliquer la différence entre post et article? Le post, c'est vraiment, et c'est pour ça que Solène précise, moi je fais des posts longs, c'est-à-dire que normalement le post est une accroche un peu courte où c'est ce qu'on appelle les insights personnels, soit on partage et on met un petit mot sur un sujet professionnel ou personnel, illustré ou non d'une photo, alors que l'article a une ligne éditoriale, a une accroche un peu plus longue, et en gros c'est comme un billet de blog, il est autonome en tant que tel, alors que le post a une vocation un peu éphémère, et donc c'est deux stratégies différentes que de savoir si comment dire, l'intérêt de la réaction du post, c'est qu'il y a ce qu'on génère soi-même et qu'on crée, et il y a une réaction à un post de quelqu'un. Et lorsqu'on interagit sur le post de quelqu'un, qu'on partage sur sa page, on se sert bien de cet insight pour dire voilà pourquoi moi je le partage avec ma communauté, je l'habille et je le structure et j'essaye également de garder mon style, mais souvent ça permet des choses un peu rapides comme ça. Alors que la démarche rédactionnelle, voilà, si Solène peut revenir là-dessus et pourquoi l'un et l'autre. alors, à une époque, j'ai fait des articles parce que j'avais pour ambition d'être top voice sur LinkedIn et ça rentrait en fait dans leurs critères. Il fallait au moins écrire, c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Il y a 2 ans, 3 ans, pour être top voice LinkedIn, il fallait poster au minimum 3 fois par semaine et écrire au minimum 4 articles par mois. Donc j'avais commencé un petit peu à écrire des articles, mais maintenant l'algorithme en fait ne va pas forcément mettre en avant les articles, il va plus mettre en avant les posts. Et donc moi, quand je veux vraiment écrire des articles de fond, je préfère, par exemple là, j'ai fait au mois de septembre une tribune dans Forbes. Je préfère écrire un article sur un média, ou alors j'ai aussi une newsletter SoftKids. Que de l'écrire sur LinkedIn. Mais c'est une bonne question parce que je pourrais peut-être parfois faire plus d'articles, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai laissé de côté. Et justement, c'est pour que, en fait, je pose la question pour que chacune ait l'occasion de se poser la question. Il y a des moments où on est, toi, tu as tourné, c'est-à-dire tu avais la casquette DRH corporate, et donc c'est encore le cas d'un certain nombre d'entre vous. Donc, c'est évidemment une attitude différente. C'est normal d'être aussi la voix corporate et de tenir la main des équipes
en leur montrant comment optimiser LinkedIn et comment faire la caisse de résonance du langage de la société. Mais quand on est comme ça, comme Solène, sur des positionnements maintenant, j'allais dire, très ancrés et avec ce côté intergénérationnel sur la pédagogie et l'éducation, ça concerne un public beaucoup plus large. Et l'accroche, ce qui est beau dans son rythme des publications, fussent-elles longues, c'est qu'on trouve quand même l'auditoire. Ça sélectionne un peu plus l'auditoire, mais on voit sur les 3 dernières, on est à quasiment 300 interactions, à quasiment une centaine de commentaires, et régulièrement. Donc la population et le lectorat est là, et attend, enfin pas attend ça, mais interagit avec elle. Et donc, c'est un temps intéressant dans le cadre du développement d'une entreprise et d'un concept que d'animer sa communauté sur LinkedIn à ce niveau-là. Puis ça donne le pouls, et puis ça permet aussi de relayer des choses qu'on crée dans Forbes ou dans les Échos, là, pour l'article sur les échos et les écrans, un des derniers articles. Donc, voilà, tout ça est très utile dans un profil comme le tien, Solène, pour ce que tu fais en ce moment. Et pour celles qui sont à l'étage, qu'on pourrait dire l'étage intermédiaire par rapport aux fusées, où c'est une action beaucoup plus classique, il faut d'abord se remettre à jour, vérifier si on a bien paramétré son compte correctement pour que ça corresponde au rayonnement que vous voulez avoir et à la gestion de votre double numérique. Et une fois que c'est fait, on se pose la question de la ligne éditoriale et des bons réflexes à avoir. Et en ça, même si c'est long, peuvent trouver certaines, vous reprenez l'exemple de la page de Solène, la façon d'habiller un post, la façon de poser des emojis ou de parler des émotions, de mettre les liens, d'interagir avec la personne qu'on cite, de mettre une série de hashtags à la fin. Voilà, c'est quand même le minimum syndical aujourd'hui pour une optimisation d'un contenu. Voilà. Si je comprends bien, en fait, Solène, tu as amorcé un dialogue avec les personnes qui te suivent. C'est ça, en fait, qui est intéressant. Oui, et alors ce qui est, enfin, il y a vraiment énormément de bénéfices parce que, enfin, moi aujourd'hui, alors après, bon, je suis à Paris, mais il n'y a pas un seul endroit où je vais en after work où les gens ne me reconnaissent pas et où me disent, mais je vous suis sur LinkedIn. Alors bon, c'est parce qu'aussi je traite des sujets de mixité, femmes dans la tech, etc. Parce que j'ai aussi 2 autres casquettes. Je suis business angel, j'ai un portefeuille de start-up avec une thèse d'investissement où je n'investis que dans des entreprises où il y a au moins une fondatrice femme. Et je suis aussi secrétaire générale des Digital Ladies Analyze, membre du collectif Wugitech. Donc, du coup, j'aborde aussi ces sujets. Donc, évidemment, on est dans un microcosme où on se connaît tous les uns les autres. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est marrant parce que même quand je poste pas tout le temps, enfin, ce que je disais, par exemple, au mois de juin, j'ai fait 4 posts. J'étais à enfin, 4 posts, c'est rien, hein. J'étais à Vivatech, je sais plus, j'ai fait un autre événement, voilà. Et en fait, au mois de juin, il y avait énormément d'afterwork et systématiquement, les gens me disaient, mais tu es partout. Et je leur disais, mais enfin, oui, je poste pas en ce moment, quoi. Et en fait, le fait que, l'algorithme va être sur un long trend qui va des fois durer 15 jours, donc en fait, votre post, il va ressortir chez quelqu'un. Et 2, en fait, comme je suis flaguée experte soft skill, les gens me taguent. Et donc, mes abonnés voient que les gens parlent de moi, donc ils ont l'impression qu'on parle de moi. Et donc, voilà, et donc il y a une impression, et encore hier, j'étais au Bold Woman Veuve Clicquot et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, mais t'es partout !» Enfin, voilà, donc ça donne l'impression voilà, qu'on est actif, qu'on est sur le devant de la scène, et du coup, ça légitime aussi bien sur le réseau social qu'à l'extérieur. Et je pense aussi que pour celles qui font des concours ou qui essayent d'avoir une mise en avant, aujourd'hui, tout le monde va regarder les profils LinkedIn. Et moi, je sais que je suis aussi très sollicitée parce que j'ai une communauté et que les gens savent que s'ils m'invitent à parler, nanana, ça sera relayé sur les réseaux sociaux et que du coup, ça va décupler leur visibilité. Là, on est vraiment dans le schéma femme en vue, influenceuse. Ouais. Donc, c'est l'idéal dans le cadre de ton profil. Après, il ne faut pas faire peur aux autres qui ne peuvent pas forcément avoir la nécessité professionnelle ou la personnalité pour être sur le devant de la scène. Donc, à minima, comme le dit Solène, l'avantage, c'est que LinkedIn, c'est vraiment devenu l'incontournable quand même pour avoir une mise à jour de l'interlocutrice qu'on cherche.
Donc, il faut vérifier ce que dit Google quand on tape votre prénom et votre nom et la manière cohérente dont ça ressort également sur LinkedIn. L'avantage de LinkedIn, c'est que vous gardez vraiment la main sur la manière dont vous voulez vous présenter et vous faites gagner du temps au lecteur parce que vous décidez de tout, de la photo, de la bannière, du texte de présentation, de votre URL, des détails, des photos que vous pouvez joindre au parcours professionnel, de l'accès à un site internet, de joindre un PDF. Vous pouvez absolument tout faire et ça fera l'objet d'autres sujets. Mais est-ce qu'on peut en profiter pour vérifier celles qui ont une question à poser? Parce que dans ces cas-là, les questions des unes sont souvent les questions des autres et ça servira à tout le monde. Bonne idée, Benoît. Je n'en vois pas pour l'instant dans le chat, mais si vous voulez prendre la parole, ouvrir vos Oui, micros. moi, Brigitte Démocrite, donc moi, j'ai une question. Donc, en fait, je travaille à la BNP jusqu'à la fin de l'année. Et après, je vais me lancer dans d'autres projets où il me faut de l'impact parce que c'est des projets concernant, en fait, la diversité et surtout la biodiversité en Guadeloupe et en Martinique. Donc, aujourd'hui, mon projet, en gros, je résume, c'est d'arriver à avoir le créole guadeloupéen et martiniquais dans Google Translate parce que je sais qu'il y aura des incidents climatiques, pour être poli. Et il faut que cette langue-là soit comprise rapidement par les premiers répondants, enfin les gens qui vont arriver en premier sur classe, qui seront des francophones, des purs francophones ou anglophones, puisqu'on a 4 heures des États-Unis et on a entre 6 et 8 heures de la France. Donc en fait, là, j'étais obligée de changer mon profil parce qu'aujourd'hui, moi, je suis compliance officer, donc conformité à la BNP, donc ça n'a rien à voir. Donc du coup, il va falloir que je refasse. Mais par contre, je ne vais pas supprimer mes 40 ans de vie professionnelle. Effectivement, très bon exemple. Brigitte, la question au moment d'un tournant aussi fort que celui-là, je reviendrai sur un exemple personnel après, parce que c'est quand on a l'occasion de passer d'un sujet à l'autre de manière aussi radicale, on gomme pas, c'est-à-dire que LinkedIn se lit comme un CV quand même, c'est-à-dire qu'il y a la chronologie, mais il y a toutes les parties de LinkedIn où on peut justement aller poser le nouvel univers, où ce qu'on est aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une recherche d'emploi, ce n'est pas une recherche de l'univers de demain est déjà trouvé, on peut se positionner là-dessus et marquer de manière très forte. Il n'y a plus besoin de faire des interactions professionnelles liées à la compliance et liées au métier d'hier. Et maintenant, tu es tourné sur demain avec du coup des réponses à des interactions avec d'autres publications qui vont apparaître sur ton poste. Je rappelle que dès qu'on interagit avec quelqu'un, ça apparaît dans les 4 et 6 dernières interactions sont visibles sur le fil de sa propre page. Donc, ça permet d'ancrer un domaine de compétences, d'officialiser un tournant. Dans le à propos, de mettre également une synthèse français-anglais, ce qu'on veut, créole, qui pose aussi le sujet, et de changer les visuels aussi, que la bannière soit quelque chose de cohérent par rapport à ce nouveau projet. Donc, c'est toujours un mélange de tout. Et je fais rapidement le parallèle parce que c'est difficile sur LinkedIn quand on fait le grand écart dans plusieurs métiers. J'ai parlé un peu de la communication digitale, mais par ailleurs, je m'occupe d'un département château d'un groupe immobilier et par ailleurs d'une start-up dans la santé sur l'analyse de la voix et pour améliorer le centre d'appel des urgences. Et le gros problème qu'on a pour l'analyse de la voix en direct, c'est le créole et l'alsacien. Donc, je comprends très bien que cette problématique doit trouver une solution. Et donc, ça devient une petite niche d'experts et ça vaut le coup de commencer dès maintenant à creuser le sujet et d'interagir avec une autre population que la BNP, évidemment. Tout à fait. Donc là, effectivement, j'ai des premiers contacts avec Google France. Donc, on va voir où ça nous mène. Mais du coup, parce que moi, j'ai fait, donc à la BNP, je fais de la conformité, mais en fait, je travaille beaucoup en intelligence artificielle et ma formation au départ, c'est mathématicienne et statisticienne. Donc, mais voilà, c'est un espèce de grand écart. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, mais là, effectivement, je voudrais mettre en avant ce que je vais faire dans les prochains mois. Donc voilà, non, mais ça répond bien à ma question, je te remercie. Mais par ailleurs, sinon, pour en parler off, parce que l'analyse de la voix sur le créole, on a avancé. Il y a une question dans le chat qui est très concrète et très fréquente. Pour les femmes qui changent de nom, quels conseils on peut donner lorsqu'on divorce? Évidemment, on n'a pas forcément envie de garder le nom de son ex, donc on a perdu beaucoup de visu à cause de ça, de ne pas être la seule, ça c'est certain, ça revient souvent. On n'est pas encore à la mode espagnole, donc il y a deux stratégies. Forcément, c'est très personnel, donc il y a des personnes pour qui c'est radical, il faut passer à un autre nom, revenir à son nom de jeune fille, et ainsi de suite. En anticipant, il y en a certaines qui, dans l'URL de LinkedIn, ont fini par garder leur nom de jeune fille, leur nom de femme mariée. Et donc, lorsqu'il y a besoin de changer, elles zappent celui qui est à zapper. Et le référencement naturel continue quand même. Parce que c'est vrai que c'est un choix personnel qui a un impact sur le référencement naturel parce qu'on est connu sous un nom, j'entends par là par Google, et il faut commencer à installer un autre nom. Donc,
avant Google, LinkedIn a également la case qui permet de mettre les 2 noms. Le conseil, c'est de ne pas changer de nom quand on se marie ou de jouer le cumul qui arrive de plus en plus sur LinkedIn. Mais Je ne sais c'est pas ce que comment je vous le fais, voyez. moi. Solène, tu es bien placée pour en parler. Moi, c'est ça. Enfin, moi, c'est Boquillon, c'est le nom de mon mari. Le Guazou, c'est mon nom de jeune fille. Et j'ai les deux. Oui. Et donc, alors on ne va pas prendre ton exemple si jamais ça devait changer, mais de manière générale, quand on ampute du coup un des noms, évidemment, l'autre reste, qui a une espèce de logique de continuité qui évite un changement qui paraît radical. Parce que sinon, beaucoup le gardent aussi, ça dépend évidemment de... C'est très personnel. Alors, ce que je vous propose, c'est on va avancer un petit peu sur le processus créatif, parce que Ah c'est oui. bien d'avoir de l'impact quand on écrit, mais comment on fait pour avoir toujours quelque chose à dire? Et ça, c'est pas si facile que ça. 3 posts par semaine, il faut les faire. Alors, Solène, tu nous partages ton processus créatif? Alors, j'ai l'animateur à désactiver le partage d'écran pour les participants. Donc, en fait, il Ah, faudrait me donner l'autorisation de partager mon écran. Du coup, tu peux regarder, Solène, dans Marge, tu as une question de Marianne. Quel est votre endgame dans votre utilisation de LinkedIn? Ça, on peut peut-être répondre avant de... Le endgame, le but final? Ah oui, je suppose, puisque c'est... Ouais. Moi, en fait, c'est vraiment d'être top of mind. C'est-à-dire que quand les gens ils pensent soft skill, ils pensent Solène Boquillon-Le Guazieux. Voilà. Et pour revenir peut-être à ce que tu disais là tout à l'heure, moi, c'est vrai que là, maintenant, j'arrive je suis dans une stratégie d'influence, voire, je dis aussi de militantisme, hein, parce que moi, en fait, j'ai un gros enjeu de démocratisation, de pourquoi est-ce que c'est important de développer les soft skills des enfants autant que lire, écrire, compter. Et donc voilà, donc je fais énormément de militantisme et c'est pour ça que j'essaye d'avoir une stratégie d'influence. Mais moi, au départ, quand j'ai commencé à écrire, j'étais plutôt dans un objectif de me dire, on a tous une expertise dans quelque chose qu'on peut partager aux autres. Et même si je suis utile qu'à une seule personne et qu'il y a une seule personne qui m'a dit, ah, votre post, franchement, ça m'a aidé, et ben, je suis contente. Donc voilà, il n'y a pas forcément l'influence parce que je pense, enfin voilà, j'ai beaucoup posté sur, par exemple, parce que moi je télétravaille depuis 2009 chez Shell, donc sur comment bien télétravailler. Je sais pas, j'ai des posts aussi qui marchent bien sur comment gérer le mois de juin avec les enfants. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça hein, où en fait on partage juste nos tips, notre quotidien. Il y a des gens qui nous disent ah bah ouais c'est génial, moi ça m'a aidé quoi. Donc voilà, faut pas forcément avoir envie de changer le monde ou d'être influenceur LinkedIn pour se dire qu'on peut voilà, partager sur LinkedIn. Je pense qu'on a tous des choses à dire et tous des choses à partager et qu'on peut tous trouver notre public. Alors, LinkedIn n'est pas Facebook et inversement. En Ah revanche, oui. plus qu'avant, on peut quand même laisser parler un peu de soi. Ouais. J'ai eu cette question, je vous invite, si jamais j'ai été interviewée sur un podcast qui s'appelle La marque personnelle, où en fait j'explique un peu aussi toute ma stratégie LinkedIn. Et moi, mon post qui a le plus marché, il a fait 300 000 vues, 2500 likes, et je sais plus, il y avait genre 1000 commentaires, voilà. Et en fait, c'est un post de janvier dernier où j'expliquais que bah, c'était les 5 ans de mes jumeaux et que c'était l'anniversaire un peu parce que je les ai attendus pendant 5 ans et ils avaient 5 ans. Et donc, j'ai fait un post sur ma PMA. Mais le post sur ma PMA, c'était pour expliquer que moi, j'avais eu un parcours exemplaire de la part de mon employeur en termes de PMA et que mon employeur, en fait, j'étais DRH, je l'avais dit à ma boss, je l'avais dit à l'ensemble de mon équipe, je l'avais informé parce que le code du travail, en fait, prévoit d'avoir des absences autorisées rémunérées quand on est en PMA. Donc, j'avais informé mes RH et que tout s'était extrêmement bien passé. Mais que néanmoins, tous les matins, et je faisais ce post pour ces femmes-là, parce que quand on est en PMA, moi j'ai fait 3 fois des essais PMA, et sur ces 3 fois, il y a 14 jours où il faut être tous les matins à l'hôpital à partir de 7h30 pour pouvoir avoir des prises de sang, des échographies, pour voir si c'est le bon jour ou pas pour prendre les embryons.
Et donc, j'ai vu plein de femmes en pleurs le matin parce que elles allaient être en retard au bureau. Et je me rappellerai toujours de cette femme où on lui avait dit, bah, Madame, votre transfert d'embryon se fera mardi prochain. Et là, elle était en larmes en disant, mais j'ai une réunion à Nantes, jamais ils vont comprendre, je ne peux pas m'absenter. Et je trouvais ça dramatique parce que pour moi, c'était la double peine. En fait, on n'arrive pas à avoir un enfant, c'est hyper dur. Et en plus, on cache à notre employeur qu'on essaye d'avoir un enfant. Et du coup, bah, parce qu'elle allait louper cette réunion, bah, elle allait peut-être louper la chance d'avoir son transfert d'embryon et de tomber enceinte. Et donc, pour moi, c'était un post sur un sujet très personnel. D'ailleurs, j'ai demandé à mon mari avant s'il était OK pour le faire, mais qui était un post un peu militant pour aider les entreprises à bouger en disant, bah, vous voyez, moi, dans mon entreprise, ça ne posait pas de problème. Donc, essayez de bouger les lignes parce qu'il y a quand même un enfant sur 10 en France qui est conçu via une PMA. Donc, on a tous quelqu'un dans notre entourage à qui ça arrive. Voilà. Merci Donc, pour ton témoignage. Alors, tu peux partager ton écran, mais il y a encore une question qui est intéressante, qui est donc, les gens ne lisent plus aujourd'hui. Est-ce qu'il est mieux de faire des courtes vidéos? Qu'est-ce que tu en penses? alors, les vidéos, c'est vrai que ça arrive de plus en plus, mais moi, je pense que la lecture va rester. Enfin, oui, il va y avoir des vidéos, mais, mais pour moi, ça va pas. Enfin, l'écriture va continuer à être là. Hein. Non, c'est pas le même public. Hein. Voilà. Non. Puis, toi, ton avis, oui? C'est pas le même public. Et par exemple, typiquement, il pourrait y avoir sur Combini un point qui toucherait pleinement le métier de Solène. Il le ferait une fois. Il ferait de la vulgarisation, toujours des sous-titres pour les gens qui n'activent pas l'audio. Mais ça n'empêche pas Solène d'aller plus loin dans l'expertise et la présentation de l'univers. Donc, on voit bien, les médias ont changé là-dessus. Combini, Néo, Brut, c'est vraiment les méthodes d'aujourd'hui. Il suffit d'aller dans le métro, c'est intéressant. Mais pour autant, c'était le premier réflexe de Solène tout à l'heure, c'est-à-dire faites ce qui vous correspond. Ni si vous n'avez pas envie de faire de vidéos, il n'y a pas de vidéo. Non, et puis en plus, les vidéos, franchement, Je force plus. c'est hyper lourd. Est-ce que vous voyez mon écran là ou pas? On revient à ton écran, oui. Ouais. Donc, je vous montre mon processus créatif. Donc, en fait, j'ai un Notion. C'est bien rangé. Merci. Jaloux. Et donc, dedans, je vais mettre toutes les idées. Donc, déjà, tous les jours, tous les matins, je passe environ 30 minutes à faire une veille. Donc, déjà, j'ai une alerte Google Actualité sur le mot-clé soft skill et une autre sur le mot-clé éducation. Donc, ce qui va déjà me donner pas mal d'articles. Et ensuite, après la lecture des articles, je vais me dire, OK, est-ce que j'ai envie ou pas de faire un article sur ce sujet? Donc là, vous voyez, j'ai en stock un certain nombre d'idées qui sont des articles que j'ai eus, ou soit, des fois, il y a juste un titre. Moi, j'ai beaucoup d'idées sous la douche. Et donc, j'ai un bloc-notes waterproof dans ma douche. Et donc, je vais noter une idée de titre d'article, etc. Et je vais le mettre dans ma boîte à idées. Donc, vous voyez là, j'ai ma boîte à idées parce que de toute façon, si vous n'avez pas de processus créatif, jamais vous pourrez publier plusieurs fois par semaine, quoi. Je veux dire, ça ne vient pas comme ça. Toutes les idées viennent du fait qu'on va se nourrir de telle chose ou de telle chose. Donc, soit ça va être moi, c'est soit des articles que je vais lire, soit des podcasts que je vais écouter, ou soit des idées que je vais comme ça avoir, comme je disais, sous ma douche. Donc là, vous voyez, j'ai un certain nombre d'idées. Donc, par exemple, l'usage des écrans, autorégulation, l'autórégulation ne marche plus, le futur des jobs, l'état de l'école, le poids de l'héritage dans le parcours scolaire, le baromètre de la confiance jeunesse, les WhatsApp, les groupes WhatsApp des parents d'élèves, etc., etc. Donc ça, c'est que des idées. Après, j'ai ce que j'ai en brouillon. Donc, par exemple, je vais vous partager là un post que j'ai commencé à écrire. Donc, j'ai trouvé en fait un article sur la corrélation entre l'accueil des émotions, l'anxiété et le niveau en mathématiques. Il se trouve que moi, c'est un peu ma blessure d'enfance parce que j'étais nulle en maths et ma prof de maths m'avait dit que j'étais nulle et donc je me suis dit que je serais nulle toute ma vie et j'ai jamais été bonne en maths, quoi.
Et donc, j'ai commencé à écrire mon, mon post. Donc, généralement, j'essaye un petit peu de travailler l'accroche. Je sais que si je vais dire ma blessure d'enfance, les gens ils vont dire ah, elle va parler d'elle, de son histoire. Et en fait, je commence souvent par des petites choses sur mon histoire pour avoir un côté assez personnel. Et donc, par exemple, là, je dis on a tous des blessures d'enfance. Dans son ouvrage, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, Lise Bourreau définit 5 blessures d'enfance: l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison, l'injustice. Et je lui dis la mienne, c'est l'humiliation. Cette blessure, c'est le jour où en 4e, ma professeure principale, qui est aussi ma professeure de mathématiques, a convoqué mes parents pour leur dire devant moi que j'étais tellement nulle en mathématiques que s'ils souhaitaient que je poursuive une filière générale au lycée, j'allais devoir redoubler. Donc voilà, et après j'explique que plus tard, j'ai compris que je n'étais pas nulle en mathématiques, comme on a pu lui faire croire à tant d'élèves avec le neuromythe de la bosse des maths. Mais que j'étais devenue nulle en mathématiques parce que j'avais un état d'esprit fixe. On m'avait dit que j'étais nulle et je me suis enfermée dans une croyance limitante, ce que la spécialiste en psychologie de la réussite, Carol Dweck, appelle le fixed mindset. Je n'arrivais pas à gérer mes émotions. Chaque cours de mathématiques me générait un stress incroyable, voire de la peur, et je n'y arrivais jamais. Je n'apprenais pas de mes erreurs. Je voyais que ceux qui avaient la bonne réponse du premier coup étaient systématiquement félicités et mis en avant. Donc, si je ne trouvais pas la solution du problème au premier coup, il ne servait à rien d'essayer de nouveau. Et là, je mets la recherche scientifique sur les mathématiques. Et ensuite, je fais un call to action en aidant nos enfants à surmonter leur anxiété en mathématiques. Nous les préparons à un avenir où les compétences en maths seront précieuses. Voilà. Et quelques hashtags. Et là, en fait, en termes de visuel, je pense que je ferai un lien avec, moi, dans Soft Kids, on a un programme accueil des émotions. Donc, du coup, je rebondis aussi sur ma solution. Et tu t'es débrouillé pour que les 3 premières lignes font en sorte que quand quelqu'un la lise, tout le monde peut faire un transfert. Oui. Ouais. Donc ça, c'est mon processus créatif. Donc, vous voyez, j'ai tout un tas de trucs. Je me dis des fois même que je suis en retard tellement il y a d'idées de postes. Et à chaque fois, bah voilà, il y a le brouillon. Et puis, une fois que le brouillon est prêt, alors soit je le poste directement dans LinkedIn, soit je planifie tout sur un outil qui s'appelle Agora Pulse, qui me permet en fait de poster tout au même endroit sur différents réseaux sociaux et d'adapter à mon audience. Donc, par exemple, aussi, sur Twitter, je suis un peu moins active, mais j'ai quand même 3500 followers. Et des fois, il y a certains posts que je reprends sur Instagram ou certains posts que je vais changer sur les profils réseaux sociaux de mon entreprise. Et donc, par exemple, là, vous pouvez voir tout ce que j'ai publié le mois dernier sur tous mes réseaux sociaux. Et donc, en fait, je vais... pourrait paraître chronophage pour certaines, hein, mais c'est justement pour simplifier. Hein. Voilà. Et donc, en fait, je vais préparer une publication. Donc, par exemple, la publication que je vous ai montrée tout à l'heure, je vais faire un copier-coller. Donc, je vais prendre toute la publication. Qu'est-ce que vous utilisez, pardon, comme logiciel? Là, c'est Agora Pulse. Agora Pulse. Ah, ok, Ouais. super. Alors, c'est gratuit à partir de 2 comptes et ensuite, c'est 100 € par mois pour avoir accès à tous les comptes. Voilà. Et donc là, je vais... Ah ben non, c'est un mauvais copier-coller. Bon. Pourquoi est-ce qu'il est pas... Et il y a d'autres personnes chez toi qui accès. Qui interagissent sur Agora Pulse pour préparer les publications. J'ai mon apprenti marketing. Donc là, en fait, on va avoir un post. Donc là, bon, il me dit Instagram a besoin d'une image. Donc, en fait, après, on va déposer des images. Donc, c'est pareil, j'ai pas mal de photos que j'ai fait pour les réseaux sociaux. Pardon, j'en profite puisque tu es là. Quand il y a marqué choisir dans l'ordinateur, ça veut dire que la photo qu'on va avoir en dur, ça vaut le coup de la nommer aussi correctement en fonction de la thématique. Là, il y a plusieurs fois, parce que si on dit à Solène, ah, mais t'es partout, il y a plusieurs fois où il y a des photos d'elle in situ. Donc, quand physiquement,
on est reconnaissable. Ça vaut le coup vraiment de nommer la photo avec son nom et son prénom, d'y coupler le nom de la boîte, de rajouter éventuellement autre chose en fonction du thème, de l'endroit où on est, pour que ça fasse plusieurs portes d'entrée. C'est-à-dire que ensuite, le référencement naturel fait que si c'était, je ne sais plus quel événement dont tu parlais là où tu étais récemment, on peut mettre dans le nom de la photo tout ce qui nous semble utile pour notre communication. Il ne faut pas Solène juste mettre… Loisio, Vivatech, par exemple. Ouais, C'est ça. Exactement, ouais. exactement. Ouais. Donc là, bon, j'ai mis n'importe quelle photo et après, en fait, je peux aller sur chacun des posts. Donc là, par exemple, Instagram, j'ai dépassé la limite de caractères. Donc en fait, je vais Ça arrive souvent. retravailler le post. Je vais le raccourcir. Donc, je vais le faire pour Instagram, je vais le faire pour LinkedIn, je vais le faire pour Twitter. Et après, je fais la date et l'heure et quand est-ce que je veux publier. Et j'ai mon post qui a servi à 4 réseaux sociaux différents où j'ai adapté et du coup, j'ai maximisé mon contenu voilà, qui est sur tous mes réseaux sociaux. Et donc, soit je le fais comme ça, soit je le fais directement dans LinkedIn. Et donc là, moi, j'ai un petit… la chose qui est importante dont on parlait là, c'est le fait de voir quelles vont être les 2 premières lignes que les gens vont voir. Oui. Et voilà. Et donc, j'ai un plugin qui s'appelle Perfect Post qui me met exactement la ligne où les gens vont s'arrêter de lire. Vous voyez là, c'est la ligne bleue. Et donc, je sais qu'il faut que je… Et donc là, par exemple, sur ce post-là, je mettrai que ces 3 lignes-là. Donc, c'est toujours le même credo, c'est-à-dire, quitte à prévoir une publication, autant se donner la petite seconde de plus pour l'optimiser, évidemment. Voilà. Sinon, on gâche un peu ce qu'on vient de faire. Donc là, je vois que j'ai déplacé la limite de caractères, ce que je vous disais, de 745, mais il va falloir que parce que je ne l'ai pas encore posté, ce post, que je réduise. Et puis après, je verrai le média et sur LinkedIn, vous pouvez, si vous allez là, le programmer pour plus tard. Quand le contenu est riche sur Instagram et Twitter, certains ont pris l'habitude maintenant de mettre une accroche et dans les commentaires d'Instagram ou dans un tweet rattaché, de continuer le texte par paquet de mots. Et les gens ont pris l'habitude de ça maintenant quand ça nécessite un peu de longueur. Ça Donc marche, voilà. alors ça. Il faut le faire. Oui. Alors, oui, voilà, reclique sur ton nom. Déjà, pour rappeler, je parlais de l'intérêt de nommer les photos pour les articles, mais alors la priorité, les priorités, je fais une incise, c'est de nommer les photos de la bannière et de la photo de profil. Hein. C'est-à-dire que ce que vous allez télécharger sur LinkedIn, vraiment à minima pour optimiser votre visibilité, que ce soit en nom, quel que soit le nom de famille que vous y mettiez, c'est de pouvoir vraiment personnaliser là où il y a marqué donc prénom et nom, la photo de profil, de pouvoir la nommer correctement sur l'ordinateur avant de la télécharger. Donc, celles qui n'ont pas envie de changer de photo, mais qui n'avaient pas pensé à la nommer, il faut la rechercher dans l'ordinateur, la nommer correctement et la remettre dans LinkedIn. La photo de bannière, là, c'est un peu le schéma idéal, évidemment, parce qu'il y a de la place à gauche dans la créa graphique pour que la photo ne cache pas quelque chose, la photo de profil. Et en même temps, c'est lisible en tant que tel. Et la photo est nommée idéalement avec, pareil, le prénom, le nom et le nom de la société, ce qui fait 2 entrées pour Google Images. Et ce que disait Solène, c'est que moi, quand on me parle de la boîte, j'ai envie qu'on me retrouve, et quand on me retrouve, j'ai envie qu'on parle de la boîte. Donc, c'est 2 façons de jouer, d'atteindre cet objectif-là. Et le texte qui est en dessous, c'est pas forcément celui qui va être la même sémantique. Ça peut l'être, mais ça permet de personnaliser. On voit qu'il y a le petit crayon qui est à droite de LinkedIn Premium et qui permet d'aller personnaliser ces 2 lignes sous le nom de famille. Donc ça, c'est important aussi, c'est que souvent, on pense qu'on est dépendant de ce que Google de ce que LinkedIn installe comme habillage, et en fait, on peut aller plus loin. Et on voit également à droite toute, sous français et anglais, que vous avez un petit crayon qui permet de personnaliser l'URL de votre compte LinkedIn. Donc, souvent, peut-être que certaines, malheureusement, ont déjà entendu le dire, mais on ne le fait pas assez.
Et c'est bon pour le référencement naturel, c'est bon également pour ancrer un nom avec lequel on a envie d'être vu. Et quand on a des homonymes un peu forts, je pense à quelqu'un qui était un peintre, et son prénom et son nom se retrouvaient dans plein de professions. Il avait rajouté à ce moment-là son métier dans l'URL en question, pour être sûr qu'on sache de qui on parle. Et une fois qu'on a personnalisé cette URL, on prend le réflexe après de le mettre en signature de mail, parce qu'il est assez simple, et du coup, il est plus lisible, et c'est aussi une façon de tenir la main de son auditoire en lui disant, bah, tiens, si tu as envie de cliquer, tu retrouveras là un univers en gros, que je cautionne et que je valide, parce que j'ai vraiment tout choisi moi-même. Voilà. Merci Benoît. Il y a une question de Pénélope. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui ont plus de difficultés à percer sur LinkedIn? Non, je pense pas. Bah, Enfin, si, franchement, tous dès qu'on le fait mal. Donc, ouais, parce que il y a des experts de tout. Et par exemple, je vois, moi, il y a un compte que j'adore suivre, c'est Fabrice Pastor. Il est euh, neuropédagogue. Et en fait, on se dit, il parle que des enfants, des dyslexiques, des HPI, des TDA. Et là, il a 60 000 followers, il est dans les top voice LinkedIn, et on peut se dire que c'est pas forcément un sujet pro, etc. Mais en fait, il poste régulièrement, c'est de qualité, et du coup, il a trouvé son public, quoi. ouais. Et en fait, il y a beaucoup d'univers comme ça. Il ne faut pas hésiter. C'est ce qu'on disait depuis le Covid, où avant, c'était stricto sensu un CV. Non, maintenant, on peut vraiment rayonner différemment. Et typiquement, Solène, là, toi, tes sujets, ben, on peut être, ça arrive, hein, on peut être maire et chef d'entreprise. Et donc, le sujet professionnel, c'est bien. Mais à un moment, avoir des accroches intelligentes sur la passerelle perso-pro, c'est aussi sur le terrain de LinkedIn que c'est cohérent de le retrouver. Donc, il peut y avoir des micro-niches. C'est pas une course quantitative, c'est vraiment une course à la quali. Et donc, il ne faut pas hésiter même sur un sujet très, très spécifique, trouver un peu les comptes qui vous paraissent cohérents de ceux qui sont sur le même positionnement que vous, et ne pas hésiter aussi à s'ouvrir dans la propos à autre chose que le stricto sensu professionnel lorsque ça s'y prête. Alors, une question de Mélanie. Perfect Post est gratuit ou pas, Solène? Tu sais? C'est de mémoire 59 € pour toute l'année. Et ça donne toutes les statistiques aussi d'engagement, quel public on a. Enfin voilà, ça va au-delà il y a une autre interface. Et moi, c'est comme ça que je fais mes statistiques pour expliquer un peu aux gens le retour sur investissement de mes posts. Alors, moi, j'ai une question. Donc, Solène, tu disais J'ai une tout à petite l'heure. question, si c'est possible. Pardon. Vas-y. Oui, je voulais juste savoir, quand on navigue d'anglais à français non-stop, c'est très difficile de savoir parce que moi j'écris beaucoup plus facilement en anglais et j'essaie de traduire. Même s'il y a les traductions automatiques, j'ai l'impression que ça fait perdre de la visu aussi dans tous les postes francophones. Donc je voulais savoir comment naviguer dans les deux langues le plus efficacement possible. Je crois que j'ai bien traduit ce que je voulais dire. Ouais. Alors, normalement, il y a la traduction Et la automatique. deuxième question, c'était entre partager un PDF en post ou refaire tout l'article via l'article LinkedIn. Parce que j'ai l'impression aussi que ça fait une différence. Ouais. Donc, ça fait un double travail. En fait, il vaut mieux faire un article qu'un PDF. Et moi, Voilà ce mes que deux je vois, questions. c'est que le reach en PDF est moins bon que le reach, par exemple, entre mettre un PDF et mettre des photos, les photos auront plus de reach que le PDF. Donc, il vaut mieux faire l'article et le texte. C'est pareil, moi, j'ai des gens, des fois, qui me demandent de partager leur post. Mais en fait, le partage n'apporte pas de reach. Les gens auront autant de reach si je commente leur post, parce que ma communauté voit que j'ai commenté un post, que si je partage leur post. En fait, LinkedIn, ce qu'ils veulent, c'est avoir des créateurs de contenu, pas des gens qui partagent du contenu. Ils veulent avoir des créateurs de contenu qui ont un engagement. Donc, en fait, ils ne mettent pas en avant les partages de posts. Donc, si vous voulez partager le post de quelqu'un, il vaut mieux faire une capture d'écran du post, le mettre en photo et dire que vous partagez voilà, ce truc avec, en taguant les personnes que de partager un post qui n'a aucun reach.
Et après, pour le français-anglais, en fait, moi, là, j'ai pris le parti, alors qu'avant, chez Shell, hein, je postais plutôt en anglais, de maintenant poster en français, parce que quand même, l'algorithme de traduction de LinkedIn est assez bon. Et moi, je sais que j'ai pas mal de mes collègues, de mes anciens collègues de Shell, qui des fois me font des commentaires parce que ça a tout très bien traduit. Donc, enfin, voilà, je pense que soit on aime écrire en anglais et du coup, ça va traduire en français sur sa communauté française, soit on écrit en français et ça traduira en anglais sur sa communauté internationale. C'est une question qui est beaucoup, beaucoup revenue, effectivement. Comment est-ce qu'on tranche la présentation des postes, la présentation, le détail d'une fonction? Est-ce qu'on fait jouer les onglets anglais-français? Et comme tu dis, aujourd'hui, on reste dans le pays natif où on utilise le plus LinkedIn et les traductions s'occupent du reste. Mais prendre le temps de remplir scolairement les deux programmes anglais-français ou autres. Bah, moi, je l'ai fait, mais je l'ai fait juste sur le profil. Par contre, je ne le fais pas sur les posts. Parce que Ouais. je sais qu'il y en a, ils postent. Alors, déjà, je poste long, mais alors si en plus, il faut que je poste en. Il y en a, ils font en français et en dessous anglais. Euh, Mais donc voilà, je l'ai aussi fait en anglais, mais c'est Et pas. la photo de bannière est la même, Oui, par ouais, nature. ouais. Voilà, et je sais pas. Après, Emmanuel, tu voulais que je partage peut-être. Parce que là, j'ai parlé de mon processus créatif pour les idées de poste, mais il y a aussi, je pense, nous, en tant que femmes expertes et femmes en vue, etc., c'est comment est-ce qu'on capitalise sur un passage média, un passage podcast, une newsletter. Et moi, ce Parfait. que j'ai essayé, ce que j'ai expliqué, c'est que aujourd'hui, dire je suis passée à la télé, mais zéro intérêt, quoi. Enfin, tout le monde s'en fiche, quoi, parce qu'aujourd'hui, enfin, j'ai envie de dire, c'est pas que... mais beaucoup de gens peuvent passer à la télé. Et par exemple, côté entrepreneur, enfin, moi, je ne l'ai jamais fait, mais on peut payer pour passer sur certaines émissions. On sait très bien quelles émissions sur BFM TV ou sur Smart TV sont payantes. Et donc, voilà, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, moi, ce que j'essaye de faire au maximum, c'est que sur chacun de mes passages médias, je fais de l'éducation. Donc, si je vous donne par exemple ce post-là qui a pas mal marché le mois dernier, en fait, je suis passée sur School TV. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris juste 1 minute 22 où je parle du sujet de l'obsolescence des compétences. Et ce que j'ai fait, c'est, j'ai pas fait un post qui disait je suis passée à la télé. J'ai dit dans un monde où la durée de vie d'une compétence technique a chuté de 30 ans dans les années 80 à seulement 2 ans aujourd'hui, la nécessité de se réinventer est la plus présente que jamais. Et là, je parle du rapport du World Economic Forum. Je redonne des chiffres. D'ici 2027, 23% des emplois vont se transformer, ce qui inclut 69 millions d'emplois. Je parle de la transition écologique, que la reconversion est une nécessité, que 6 travailleurs sur 10 auront besoin d'une formation avant 2027. Et je mets là, au cœur de cette révolution, se trouvent les soft skills. Dans un monde où les compétences techniques peuvent devenir obsolètes du jour au lendemain, les soft skills restent inaltérables, précieux et nous aideront à garder la confiance en nous face à l'avenir. Je remets les soft skills. Il est impératif de cultiver les soft skills dès le plus jeune âge. Ils sont le pilier sur lequel nous pouvons nous appuyer, quel que soit le tourbillon du changement technologique qui nous entoure. Et à la fin, je mets c'est ce que je suis venue partager sur le plateau de l'école du futur School TV. Merci à Philippine Delbo pour cet échange. Et là, je mets le lien sur l'intégralité de l'interview. Ah oui, c'est la bonne méthode. Oui, Oui, c'est ce que tu penses, Benoît. oui. Alors, moi, j'ai dit. Ouais. Vas-y. Pardon, c'est pour faire justement le lien peut-être des questions que vous auriez envie de poser sur tout simplement là, c'est toi qui interviens sur un plateau et tu parles de Soft Kids. Quelle est ta stratégie de poster sur Soft Kids et de partager sur ta page perso certaines choses, ou est-ce que c'est ta communauté étant la plus grosse sur ta page personnelle et de temps en temps tu repostes en tant que Soft Kids des choses que tu as postées toi? Dans quel Ouais, sens tu par aimes? exemple, ça, je l'ai reposté sur Soft Kids, mais de manière informelle, en disant notre fondatrice est passée chez Voilà. Soft Kids pour parler de nanana. Il y a des moments où Donc, tu fais l'inverse ou pas? Tu es très corporate sur un truc Soft Kids que tu repartages sur ta page perso, ce qui non, donne de la jamais. visibilité. Jamais dans ce sens-là, ok. Non, jamais dans ce sens-là. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la page perso qui amène le plus. Oui.
Mais c'est la page perso qui amène le plus. Mais si tu mets en valeur un article que tu partages sur ta page perso, ça peut amener un peu de trafic quand même sur la page entreprise. Alors, chez toi, c'est volontaire. J'essaie de transposer pour des personnes bien qui sûr. essaient de développer une marque et qui sont plusieurs associés. Faut pousser aussi, ça arrive beaucoup aux avocates, d'avoir une personne morale, le nom d'un cabinet, elles qui sont achetées en tant que telles, en tant qu'avocates, mais la grande difficulté de choisir où on met le contenu. Est-ce qu'on pousse la marque employeur cabinet ou est-ce qu'on pousse voilà. Alors moi, j'ai une question encore. Solène, donc on voit, tu disais tout à l'heure, les gens te disent, on te voit partout. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de lassitude? Non, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est un peu, enfin des fois je vous le dis, hein, en fait la seule qui se lasse c'est moi, je m'auto-soule, hein, parce que en fait tu répètes tout le temps le truc. Mais le problème c'est que quelqu'un, pour que ça rentre dans l'esprit, pour que tu sois top of mind, il faut pas qu'on te voit une fois, il faut qu'on te voit 100 fois. Et Donc, en fait, est-ce que tu peux plus... Voilà, merci. il faut qu'on te voit 100 fois si tu veux être top of mind. Donc, il faut tout le temps répéter le truc parce qu'il y a quelqu'un, il va te voir à la télé une fois, il va juste tendre l'oreille. Il va te voir à la télé une deuxième fois, il va dire ah ouais, mais je l'ai déjà vue, elle. Ah, peut-être que c'est intéressant ce qu'elle a à dire. Il va te voir une troisième fois, là, tu vas avoir son attention. Mais les 2 premières fois, tu les auras pas. Et donc, il faudra qu'il te voit une quatrième fois, une cinquième fois pour qu'il se dise bon, je vais peut-être télécharger son produit. Donc, il n'y a pas. En fait, tu sais, c'est un peu quand on dit, quand des fois. Je ne sais pas si vous regardez cette émission quotidien, mais des fois, ils font des montages des politiques qui sont chez les journalistes et qui répètent tout le temps mot pour mot la même chose. Mais en fait, voilà, c'est une stratégie pour pouvoir faire passer un message. Et jamais on dira trop des choses. Parce que en fait, on est là pour faire passer un message et que sur la quantité de personnes qu'on a dans notre cible, en fait, tout le monde ne vous verra pas tout le temps, quoi. Donc, Là, tu es dans une vraie démarche de lobbying en plus, hein, et oui, pédagogie. C'est ce qu'on appelle la marteau-thérapie, hein, c'est-à-dire oui, faut que ça rentre. c'est ça. Et ça, c'est possible pour tous les domaines d'activité, Benoît? Ah oui. Le principe de marteler une information, c'est la seule solution. Évidemment, si on le fait de manière un peu froide, on va lasser l'auditoire. Mais ça rend justement créatif de se dire, c'est ce message-là, ma vocation est vraiment de porter ce message-là. Donc, comment le faire? Et c'est tout l'intérêt de voir se répéter. Quand on a la chance, on voyait dans le média training pour certaines d'entre vous, quand il y a des interviews, quand il y a on réfléchit énormément à la dernière phrase qu'on va prévoir et également la phrase d'introduction, parce que comme on est coupé et recoupé, si ce qui est gardé est quasiment à des années-lumière du message qu'on aurait voulu faire passer sur le plateau, on s'en veut énormément. Donc, c'est tout un jeu d'exercice qui est de savoir comment porter l'efficacité du message en 1 seconde, en 1 minute, en 10 minutes, et se répéter, prendre le risque que si c'est coupé, ce soit redit 4 fois au milieu. Donc, c'est une nouvelle façon de formuler sa pensée et son message, c'est sûr. Justement, sur la structure, on a vu un peu au début donc l'importance de l'accroche. Tu me disais, pendant qu'on préparait Solène, que toi, ta formation de juriste avait beaucoup aidé pour structurer tes postes. Tu peux nous dire comment tu travailles un poste? Comment tu le structures? Comment tu le... En fait, ça m'a beaucoup aidé parce que quand on fait du droit, on est toujours en train de faire thèse, antithèse, synthèse. Tout est structuré, grand 1, petit a, petit b. Donc, du coup, je pense que j'ai cet état d'esprit un peu en escalier qui fait que je vais avoir maintenant cette technique d'écriture où en fait, je suis sur voilà mon sujet, quelle est l'accroche. Ensuite, je mets toujours une petite thématique personnelle. Voilà, comme vous l'avez vu là, sur les mathématiques, où j'essaye de raccrocher ça à mon histoire. Et ça, c'est pour créer de l'émotion, pour que les gens soient en empathie avec ce que je vais dire, en se disant ah oui, moi aussi, nana.
Après, systématiquement, donc moi, je me base énormément sur la recherche scientifique ou les rapports. Donc, je mets des chiffres dans pratiquement tous mes posts. Donc après, qu'est-ce qu'on sait sur ce sujet, qu'est-ce qu'on connaît sur ce sujet, quels sont les chiffres sur ce sujet, pourquoi ce sujet est important, et ensuite call to action. Ok, bon, ça c'est une structure importante à préciser parce que c'est vrai que c'est comme ça aussi quand tu lis, tu prends l'habitude de lire comme tu le fais et donc Oui. les gens attendent ça, je crois. Benoît, tu es d'accord avec ça? Oui, oui, Est-ce qu'il y a pleinement, d'autres pleinement. techniques, Oui, oui. est-ce qu'il y a d'autres techniques pour accrocher et garder ton lecteur? Hmm, non, ça, je pense que c'est la meilleure façon de faire. L'exemple de Solène peut être déployé autrement. Et c'est nouveau hein, quand même sur LinkedIn de penser accroché par un exemple personnel euh, pour, euh, pour, euh, pour être... euh, En empathie. on n'osait pas du tout. Hein. C'est vraiment c'est assez récent et c'est la bonne solution parce que justement, il y a eu trop de plateformes, trop de perte de temps à droite à gauche où on devait adapter son discours. Et aujourd'hui, sur LinkedIn, ça reste un canal qui peut vraiment bien porter ses fruits pour énormément de vos projets personnels et professionnels. Et cette finesse-là, elle passe d'abord par l'analyse des autres. À quel moment vous vous sentez bien quand vous lisez les posts de quelqu'un? Et à partir du moment où ça vous parle, bah là, on peut rentrer dans un début de copier-coller pour se sentir mieux et se pas sentir trop seul. Puis ensuite, vous trouvez votre propre patte. Et puis, il y a des moments, il y a des personnes qui ne vont pas du tout chercher à avoir 200 ou 1000 likes et des interactions, juste ceux auxquels ils pensaient, parce que c'est une petite niche et ils sont très contents comme ça, parce que l'objectif est atteint. Euh, 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 oui, le point de Michel est juste. Il y a aussi de l'abus et on peut nuire à la crédibilité et les manipulations. Oui, alors, comme il y a l'écran de Solène, je ne sais pas si tout le monde peut voir les commentaires derrière. Oui, oui, Ouais, oui, oui, je comprends ça vaut le ce coup que d'appuyer parce que Michel a aussi des vrais retours d'expérience sur les émotions et sur les difficultés qu'elle rencontre en entreprise quand les gens se confient à elle. Euh, Ça se ressent aussi sur LinkedIn. Quand on voit de temps en temps un profil LinkedIn, on pourrait être capable de parler longtemps de la personne sans l'avoir encore rencontrée. Hein. Ça en dit long, donc ça vaut le coup aussi de reprendre en main tout ça pour que ça corresponde à ce que vous êtes aujourd'hui. Et Oui, alors les emojis, il y en a qui l'utilisent, il y en a qui l'utilisent pas. Par exemple, les copywriters, eux, ils disent qu'il faut les mettre en début de phrase. Moi, je les mets en fin de phrase. On dit qu'il faut pas trop en abuser. Moi, c'est un truc que j'aime bien. J'en mets quand même pas mal, je trouve. Euh, Par exemple, là, sur ce poste-là, hmm, ouais, enfin, j'en mets un peu, mais enfin, je trouve que les emojis, c'est hyper personnel, quoi. Ça, enfin, pour moi, c'est un peu un reflet de la personnalité. On voit voilà, un peu comment est la personne. Il y en a qui vont faire des posts très, très sobres. Euh, et ça fonctionne aussi, quoi. Je Benoît, pense ton que... avis là-dessus? Quel est le rôle en fait des emojis? les emojis, ça dépend. Là, effectivement, là, c'est assez sobre. Typiquement, ça dépend de l'univers. Là, tu vois, Solène, c'est cohérent pour elle d'en mettre dès le titre, c'est-à-dire que dès qu'on voit son profil, on voit les emojis qu'elle assume pour poser l'univers qu'elle développe. Il y a des personnes, ça va être juste un arbre parce qu'elle est dans le bois. L'autre, ça va être, moi, par exemple, j'ai rajouté un emoji au bout du nom de famille parce qu'après, les amis m'ont dit, bon, bah, comme ça, dans le flux de l'actualité, quand je le vois, ça me rattire l'œil, je sais que c'est toi qui parles. Et dans un post, à minima, c'est tellement plus agréable d'avoir des bullet points et puis des petits points comme ça que l'énième truc monochrome noir et blanc sans habillage particulier. Et comme on prépare le post, en même temps, c'est plus facile d'aller préparer ces emojis plutôt que de le faire du téléphone dans un métro et de chercher à être un peu original, alors que là, c'est structuré. Mais c'est souvent, y a vraiment des ayatollahs de l'emoji, parce qu'il y a des métiers qui s'y prêtent peut-être pas, ou des personnalités, évidemment. On en revient à ce que disait Solène au départ. Il faut que ça vous corresponde. Oui, Terminé. À partir du moment où vous vous sentez bien avec, en avant. Hein.
Il n'y a pas du tout de faux usage en la matière. Il faut se sentir bien avec ce qu'on utilise. Parce que de toute façon, moi, je le répète, enfin, moi, les gens qui râlent sur LinkedIn, ça me fait rire, quoi. Désabonnez-vous, hein. Mais oui, mais oui. Enfin, on n'oblige personne à nous suivre, hein. Et c'est vrai que c'est très. Je parlais de Michel parce qu'elle connaît bien l'approche par l'humour et les difficultés que rencontrent certaines personnes, mais les haters, faut faire face, hein. Alors toi, c'est sur un sujet assez consensuel, ça va encore, mais là, on est en train de traverser des périodes où bizarrement, à nouveau, on a deux clans qui s'affrontent. Même sur LinkedIn, ça pose un problème, et c'est cette tendance naturelle des réseaux sociaux où les gens se sentent libérés, déculpabilisés pour critiquer. Ça se gère d'une manière assez délicate aussi, ça, hein. Bon, Solène, sauf si tu as autre chose à nous montrer, je pense que on peut quitter ton écran. Ou le mettre en arrière et remettre les questions visibles si les gens ont des questions à poser pour qu'on puisse savoir Oui, oui. ou partager un autre écran, ouais. Si vous avez des questions, profitez maintenant. Il est 40, donc on a encore un petit peu de temps. Et moi, je voulais en profiter aussi pour vous présenter l'équipe de Vox Femina Ah bah oui, oui. qui est là. Donc, nous avons Michel, donc Michel Combe. Si tu peux rapidement te présenter et dire ce que tu vas faire pendant ce parcours avec Oui, nous. bonjour. J'ai co-conçu le parcours Femmes en Vue avec l'équipe et j'anime les premières émissions avec beaucoup de jeux, beaucoup d'activités ludiques, de connexions qui peuvent aussi vous donner des idées pour animer des visios pour pas qu'elles soient ennuyeuses. J'ai un parcours de juriste, moi aussi, d'éditeur juridique digital pendant 42 ans. Et je suis humoriste en entreprise depuis maintenant 12 ans et je m'amuse beaucoup. Hier, j'ai fait rire une centaine de psychiatres. Oh, C'est un vrai bonheur. Voilà. tu me fais toujours rire, Michel. Clotilde, veux-tu bien te présenter, s'il te plaît? Oui, Clotilde Semama. Donc, je fais partie de l'équipe de Vox Femina. Je suis membre du conseil d'administration et je participe à ce parcours en accompagnant les femmes. Voilà. Et avec Emmanuel, on essaie de faire une équipe soudée pour faire une communication performante sur le parcours. Et Caroline Nous avons aussi. Caroline, qui est avec nous aussi. Oui, bonjour, je suis Caroline Albanque, déléguée générale de Vox Femina. Donc, ça fait 10 ans que j'accompagne Vox Femina. Donc, je pense que je connais la plupart d'entre vous. Et donc, je suis ravie de cette réunion à 32. Nous avions 35 inscrites, donc je trouve que c'est quand même une bonne réussite pour un premier rendez-vous sur le copywriting. Merci, Caroline. Et nous avons Sarah qui nous a rejoint, qui va nous rejoindre. Sarah, Oui, bonjour à tous. Donc Sarah Didley, je rejoins l'équipe pour une petite année sur la partie communication notamment et accompagnement aussi de manière générale du parcours Femmes en Vue. Et en parallèle, je travaille dans une start-up qui s'appelle Malte, qui est une marketplace de freelance et d'indépendants, donc que certains doivent connaître sûrement. Voilà, enchantée. et Benoît, est-ce que je dois te présenter encore? Non, bah, j'ai déjà fait le point tout à l'heure, et puis sur justement le côté un peu posé dans différents univers. Je reviens sur Les deux questions, tu as vu, intéressantes. Oui, c'est pour ça, voilà, je reviens sur les questions. Ouais. Hop. Alors, avez-vous des expériences de censure indirecte sur vos posts ou des trolls? C'est une question importante, oui. Est-ce que tu peux y répondre, Solène? Est-ce que tu as eu... Alors moi, je pense que j'ai énormément de chance. J'ai eu un troll l'année dernière sur un sujet de mixité, mais c'était un espèce de faux compte. Enfin, il y avait même marqué anti-femme ou anti-woman. Donc en fait, je l'ai juste signalé à LinkedIn. Ouais, j'ai dû avoir 2, 3 fois en message privé des démarches inappropriées et systématiquement, je réponds même pas, je mets signaler. Je crois que c'est propos inappropriés. Voilà. Mais après, ce que je dis, enfin, je pense aussi que c'est parce que je suis pas dans le clash, quoi. Oui, tu n'es pas clivante. Oui. Je suis pas clivante et je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est que moi, tout ce que je dis est sourcé.
Et donc, quand c'est sourcé, qu'on amène des chiffres, qu'on cite des rapports, etc., les gens, ils sont moins là pour vous expliquer la vie, quoi. Ouais, tu prouves ton expertise. C'est ça qui est Voilà. important. Tu es une réelle experte. Mm, mm. Ouais. Ça, c'est important. Qu'est-ce que tu en penses, Benoît? Que doit-on faire justement quand on est donc victime de trolls ou de ce genre de... Oui, c'est effectivement, c'est délicat. Moi, je l'ai pas vécu à titre personnel, je l'ai vu chez des clients. Euh, Après, on reste dans ce qu'on appelle l'univers de l'irréputation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas souffler sur les braises. Donc, il ne faut pas surréagir parce que alors là, ils adorent ça et on n'en finit plus. Mais moi, je dézingue les commentaires quand ça s'y prête et que le client est d'accord. Ça sort du jeu parce que c'est vraiment de la pollution visuelle en plus. Donc, il y a une histoire de. Voilà, il y a un moment où on peut les retirer pour que ça redescende. Et comme c'est ainsi fait, il y a toujours autre chose qui prend ailleurs. Et donc, c'est oublié. Il vaut mieux inviter à l'oubli que de surexciter les haters, quoi. Merci pour cette réponse. C'est vrai qu'on a peu évoqué les hashtags. Alors, ont-ils toujours un intérêt pour renforcer la visibilité? Pardon, je te coupe peut-être la parole, Solène. Le hashtag, c'est une facilité du rédacteur pour tenir la main du lecteur et qui lui dit oh, là, mon sujet, c'est celui-là. Donc là, si on prend Soft Skills, si on clique sur Soft Skills, on verra tout ce qui est traité par la communauté du lecteur qui va ressortir. Donc on s'ancre toujours dans un domaine de compétences en disant voilà, mon sujet, c'est celui-là. Et tu trouveras en cliquant là-dessus ce que les autres disent également sur ce sujet-là. Et on peut aussi, quand on a envie d'ancrer sa propre société, typiquement avec le jeu de mots Soft Kids et Soft Skills et Soft Kids, d'avoir le hashtag Soft Kids, ça permet aussi à Solène, mais je te laisserai valider la question, de voir qui a intégré ce hashtag, par exemple, ou s'il y a un journaliste à un moment qui va en parler dans un coin sans avoir tagué la page et qui aurait envie de reprendre ça, ça lui permettra, elle, de faire de la veille et de voir qui se sert de ce hashtag. Ouais. Moi, j'en mets toujours maximum 5 Mm. et je mets soft skill for kids. Il y a un nombre, oui, il y a un nombre important de hashtags à mettre. Enfin, il ne faut pas dépasser un nombre, c'est ça Bah, en plutôt? fait, c'est que sur Instagram, on est plutôt sur du 20 hashtags. Sur LinkedIn, on est plutôt sur du 3-5. Et après, c'est une histoire d'habituer l'œil de ton interlocuteur. Si tu l'emmènes sur 5, c'est 5 utiles. Sur Instagram, c'est 20 pour essayer d'attraper la terre entière. C'est pas la même stratégie. Là, on raisonne vraiment LinkedIn. On tient la main du lecteur, on lui montre que peu de choses, des choses qualifiées, et ça permet effectivement d'aller aussi imposer un hashtag qui est celui de ton univers, qui n'est pas forcément un mot générique ni le nom de la boîte, et qui permet d'être identifié dans la communauté. Ce hashtag-là, c'est vraiment celui qu'on assume. Est-il important d'identifier des personnes aussi? Oui. C'est un Oui, univers d'ego aussi. Hein, donc, en même temps, quand il y a des remerciements à faire, il ne faut pas se louper. Les gens reprennent le post, font un commentaire grâce à ça. Oui. Alors moi, je le fais systématiquement pour si, par exemple, j'ai été invitée par quelqu'un ou j'ai été interviewée. Par contre, sur les posts où je reprends les articles, je ne le fais pas forcément. C'est ce que j'avais remarqué, c'est pour ça que je posais la question, oui. Tu pourrais pas le... Enfin, en fait, je le fais pas parce que j'ai du mal à tenir dans mes 3000 caractères. Donc, si en plus il faut que je rajoute des gens, j'ai plus de caractères, donc c'est vrai que je ne le fais pas beaucoup, je pourrais le faire plus. Voilà. Par contre, il y a deux choses qui sont importantes aussi que j'ai oublié, que je pense qu'il faut dire. Et après, c'est un parti pris, moi, ça me prend du temps, mais c'est je réponds à tous les gens qui commentent mes posts, ce qui augmente le nombre de commentaires, ce qui retourne dans la vie, parce que je pars du principe que les gens ont pris le temps de me lire, de commenter, donc je les remercie. Et donc, je réponds à tout le monde. Et moi, j'ai un message d'accueil pour tous les gens qui rejoignent ma communauté. Ah oui, c'est bien. Pour leur dire, voilà, vous me suivez, voilà ce que je partage sur LinkedIn, un peu quelles sont, moi, mes thématiques, mes règles du jeu, etc., pour que ma communauté sache où est-ce qu'elle met les pieds quand elle s'abonne à mon compte. Voilà. Ouais, ça c'est important. Solène, tu peux peut-être répondre à Pascal qui vient de laisser un point sur
le côté contre-productif lorsqu'on se trompe dans le volume de tag et dans la façon d'interagir. Oui, en fait, c'est pour ça, enfin moi je trouve qu'il faut utiliser quand même les tags avec parcimonie parce que tu vois, il y a certains influenceurs, ils disent qu'ils en peuvent plus d'être tagués et qu'en plus ils reçoivent des fois des messages des gens qui disent ah, je t'ai tagué dans mon post et t'as pas commenté. Donc voilà, donc ça peut être effectivement contre-productif et c'est pour ça que moi quand je tag quelqu'un, je tag par exemple, je tag pas des inconnus quoi. Je tag des gens que j'ai vus. Ça réhumanise toute la discussion, en fait. Voilà, et que je connais, où on a eu une discussion sur, souvent je mets POC, nanana, ou CC, nanana, parce qu'on a eu la discussion ensemble, etc. Si vous allez taguer quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, qui est peut-être expert du sujet, machin, enfin, je ne sais pas si ça a un très grand intérêt, quoi. Et je sais qu'il y a des gens, et je pense que c'est totalement contre-productif, qui taguent les gens en plein de commentaires. Mais ça, je pense que c'est pas à faire du tout, quoi. Pourquoi? Oui, Parce que c'est du spam, en fait. Hein. D'accord. oui. Et c'est comme il y a une nouvelle façon de taguer sur Facebook où maintenant c'est @ tout le monde. Et là, c'est une catastrophe. Là, les gens en surabusent et c'est la même chose que de faire une litanie de tags dans les commentaires de LinkedIn. Là, on passe en spam et plus dans une logique éditoriale, c'est sûr. Ok. Mélanie pose la question sur le message automatique, mais enfin, je pense que tu peux répondre très vite. C'est non, pas un message automatique. Quand tu remercies ou quand tu. En fait, c'est un copier-coller et je le fais souvent le dimanche soir. En fait, moi, tous les dimanches, j'ai environ. En fait, ça dépend si mon post a fonctionné ou pas, mais j'ai en moyenne 60 demandes de contact. Et donc, je fais 60 copier-coller. Là, tu es obligé de te dévoiler un peu plus, Solène, sur la durée de tes douches. C'est tous les matins pendant 5 minutes. Mais c'est là où j'ai vraiment le plus d'idées, mais je pense que c'est parce qu'on est déconnecté. Enfin, je sais pas, je sais que je suis pas la seule. Il y a pas mal de gens qui ont des idées. Alors, est-ce que je peux faire un apport là-dessus parce qu'en fait, la douche, c'est le lieu de l'intuition. Encore plus si on la prend directement le matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est, enfin directement le matin après le réveil, quand on se réveille, en fait, on est dans un moment de subconscient. Et du coup, c'est là qu'il y a des idées intéressantes qui émergent de notre inconscient. Et si on va prendre directement notre douche, on est encore un peu dans cette bulle. Et en fait, ce qui se passe sur le plan qui a été prouvé par les neurosciences, donc je refais un rapport avec ce que dit Solène, voilà, c'est qu'il y a un phénomène de résonance physique, pour celles qui sont ingénieurs, entre le flux sanguin et l'eau de la douche. Et donc, ça produit des ondes alpha. Et ces ondes alpha sont de la production d'intuition. Et donc, il est très recommandé d'être très attentif aux idées qu'on a sous la douche pour cette raison-là. Et ça ne marche pas avec le bain. Voilà pour. J'ai kidnappé la parole, pardon. Je n'ai même pas attendu qu'on me dise oui. Voilà. Pas de problème. Ça me semblait important. Voilà. Et je vous mets le lien sur le bloc-notes douche. Et je pense que s'il y a des blocs-notes douche qui existent, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées sous la douche. Ouais, Sarkozy disait que c'était en se rasant le matin, mais en fait, quand tu demandes à des dirigeants, il y a plein de dirigeants qui disent oui, moi j'ai plein d'idées sous la douche, donc c'est très validé. Voilà. D'accord. Et Chirac, c'était 5 minutes douche comprise, mais ça n'a peut-être rien à voir avec les Alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Ok. Benoît, tu pourras me donner parce que je suis arrivée un tout petit peu en retard, donc du coup, je suis arrivée, tu t'appelais Joséphine, et j'ai compris que tu t'appelais Benoît, mais j'ai pas ton nom de famille, rien du tout. Donc voilà. C'est Benoît du Châtelet. Voilà. D-U-C-H-A-T-E-L-E-T. Voilà. Oui, c'est bon. Ok, merci. Je t'attends sur le. Bon, il est 53, donc il nous reste
7 petites minutes. J'avais envie que vous nous donniez des podcasts à écouter, des idées de podcasts à écouter, Solène et Benoît, si vous en avez. Enfin, moi, j'en ai. Ouais. J'ai les Pitch and Talk que vous pouvez écouter, donc, qui sont des podcasts que nous avons réalisés avec Underbee, notre partenaire chez Vox Femina. Et nous avons Solène qui parle. Pourquoi je parle de ces podcasts? C'est parce qu'en fait, c'est encore ça n'est pas écrire avec impact, mais c'est prendre la parole avec impact et c'est aussi important pour vous en tant que dans le parcours Femmes en Vue et Vox Femina. Donc vous avez toutes sortes de personnalités, des femmes influentes et je vous conseille de les écouter. Vous les trouvez sur toutes les plateformes connues comme YouTube, vous l'avez aussi sur Spotify et vous les avez aussi sur Deezer. Donc Pitch and Talk. N'hésitez pas, c'est gratuit, c'est toujours très bien à entendre. Voilà. Donc, Benoît, tu n'as pas de podcast à nous conseiller, Non, je suis toi? très en retard sur les podcasts. Je suis pas bon. J'ai une grosse envie d'en mettre un en place pour la medtech. Donc, il va falloir que je m'y intéresse. Mais là, non, je suis pas bon. Alors, Simone est là, tiens, elle est en train de nous dire que oui, c'est vrai, elle a raison. Avoir aussi un bloc-notes auprès sa table de chevet, sur sa table de chevet pour prendre note de tout ce qui est. Moi, ça m'arrive même dans la nuit de me réveiller et de noter. Mais bon, c'est assez. Et toi, alors, Solène, est-ce que tu avais un super Je podcast viens, je d'ailleurs? viens juste de mettre le Ouais, lien de très bien. la marque personnelle où j'explique un petit peu ma stratégie LinkedIn. Oui. Sinon, moi, je conseille sur un peu, enfin voilà, comment se mettre en avant. Alors, pas tous les épisodes, mais il y a le podcast du marketing qui est assez bon aussi, qui explique aussi un peu les stratégies à avoir sur les différents réseaux sociaux. Ensuite, il y a Marketing Square de Caroline Mignot, Oui. qui explique les dessous de LinkedIn. Donc, en plus, ça, c'est pas mal parce que c'est 20 minutes maximum, le podcast. Je réfléchis parce que moi, pour le coup, j'en consomme beaucoup. Moi aussi, Euh, je trouve que c'est un moyen euh, assez agréable de s'informer. Mm. Mais si tu peux euh, mettre quelques liens, le tien est vraiment très bien, je le conseille, je l'ai écouté, il est très très bien. Mais si donc, il y vous en a, avez, et vous aussi, hein, si vous avez des podcasts que vous écoutez qui peuvent nous aider sur l'impact, hein, donc écrire avec impact ou autrement donner de la visibilité avec impact, n'hésitez pas, c'est important qu'on puisse échanger ensemble. le Marketing Square. Après, il faut aller chercher les vidéos, mais par exemple, Marketing Square, elle va vous faire un épisode sur les coulisses de LinkedIn, comment fonctionne Oui, l'algorithme. maintenant que tu me le dis, oui, j'ai déjà écouté, c'est très très bien. Euh, Très bon et il conseil. y a le podcast du marketing. Moi, j'ai une question, du coup. Vas-y. J'ai une question parce qu'en fait, quand je vois les podcasts, en fait, j'ai l'impression, combien de temps vous passez là-dessus? C'est quoi le temps passé à s'informer, entre guillemets, avant de pouvoir produire, ben, justement, parce qu'il y a le processus créatif où on a des idées normalement, après on fait la veille sur certains thèmes, et ensuite, mais par contre, combien de temps on va passer à écouter des podcasts, à faire des. En fait, moi, j'en écoute très peu, par exemple, sur des sujets qui m'intéressent, mais donc, du coup, c'est quoi le temps à passer sur ça? Enfin, quand je dis à passer, enfin, ceux qui les utilisent aujourd'hui, passent là-dessus. Par exemple, tu vois, je me dis, bah, moi, est-ce qu'une heure de méditation, est-ce que ce sera pas aussi efficace pour être au clair dans ses idées? Moi, il y a une demi-heure comme je disais, de veille newsletter, mais je commence par ça dans ma journée. Et je D'accord, pense que j'écoute en moyenne 1 heure de podcast par jour. d'accord. Mais je pars du principe que ça fait partie de mon job. Oui, oui, Parce que je vais, par exemple, écouter, je sais pas, Neurosapiens sur ouais, comment ok. est-ce que le cerveau fonctionne. Hmm. Donc, Non, parce que j'ai beaucoup écouté ça quand je faisais des formations justement en IA pour essayer de faire expliquer aux gens et comment apprendre à apprendre surtout, puisque ouais. c'est intéressant que les gens comprennent comment ça marche. Donc c'est vrai que c'est par moment, je vais faire un focus, mais tous les jours, non. Mais bon, mais c'est intéressant justement, je découvre que peut-être qu'il faut que je me lance, que j'en écoute. Bah, c'est sûr que c'est à la place d'une série Netflix. Hein. Faut à un moment. Non, mais je regarde pas la télé, donc ça je te rassure, Non, non, mais tu vois, c'est d'autres Non, non, créneaux mais qu'il j'ai faut compris, non, mais c'est clair, faut pas pas. zap. Oui, oui. Après, ce que je pense, c'est que le plus dur, c'est de construire sa base et c'est ce que j'explique dans le podcast de Vox Femina, c'est qu'en fait, il faut que chacun fasse l'état de l'art de son expertise. Et une fois qu'on a fait l'état de l'art de son expertise, on va rajouter des briques au fur et à mesure en fonction de l'actualité. Hmm. Mais moi,
par exemple, enfin là, c'est pas le sujet, mais sur les journalistes, sur mon dossier de presse, bah, en fait, ils ont l'état de l'art de pourquoi l'apprentissage des soft skills, c'est important pour les enfants. Et en fait, je vais alimenter, là, par exemple, hier, j'ai reçu un mail, parce que je suis dans la mailing list de l'OCDE, de l'équipe qui s'occupe des soft skills, qui dit, voilà, si notre dernier rapport. Et donc, je sais que hier, il y a le dernier rapport de l'OCDE sur les soft skills pour les enfants qui est sorti. Et donc, je vais le rajouter dans mon état de l'art. Ah ouais, ça par contre, voilà, parce que c'est vraiment ton sujet, ça t'intéresse, voilà, et en plus, ça alimente, effectivement. Non, mais il faut avoir ce réflexe qu'un sujet récent puisse être réutilisé. Il ne faut pas hésiter à réouvrir, effectivement, et nourrir avec des nouvelles informations. Des nouvelles informations récentes, oui, d'accord. Très bien, merci. Benoît, est-ce que tu peux répondre à Elisabeth? Tu vois son poste? Tu vois sa question? Oui, ça y est, j'ai répondu. Ah, pardon. Très bien. Non, Parfait. sur le principe, on l'a un peu dit à l'oral tout à l'heure, mais ce qu'on appelle un profil lambda et par quoi on commence. Mais c'est surtout l'idée de descendre, quand on voyait tout à l'heure la page de Solène, c'est vraiment le soin des photos, le soin de la présentation du texte qui est sous la photo, le fait qu'on peut personnaliser l'URL, le fait que dans les fonctions des expériences professionnelles, on puisse joindre des textes, des PDF, des liens vers des sites. Il faut toujours tenir la main de la personne qui lit, parce que c'est un travail de feignant. Vous avez envie qu'il arrive à une conclusion ou qu'un message passe, faut pas le laisser en vrac. La personne qui lit, on lui tient la main et donc on rajoute le plus de choses possible. Et aujourd'hui, dans LinkedIn, on peut aller loin dans la personnalisation. Et donc, voilà, pour moi, c'est comme un entonnoir. Il est rentré, on le guide. Et s'il a envie de s'intéresser à la fonction, pour revenir sur Brigitte, la fonction BNP, il y aura de l'accès à de la data sous le dernier poste BNP. Mais comme il y a un sujet sur l'IA et sur la voix, eh bien, dans la présentation de la nouvelle activité, hop, on va donner accès à d'autres informations. Et comme ça, la personne dit, OK, il y a eu un métier avant, nourri et illustré d'un certain nombre de choses. Il y a le métier de maintenant et tout est clair. Elle n'a pas besoin de se dire, mais pourquoi elle est dans deux mondes voilà, on clarifie les choses et on est le mieux placé pour le faire. Donc, il faut prendre ce temps-là en revanche, parce que ça, c'est un gain de temps pour tout le monde et de qualité. Merci beaucoup. Alors, Benoît, nous te retrouverons dans un des modules du parcours Femmes en Vue, sur les réseaux sociaux. Solène, un grand merci parce que c'est très riche. C'était vraiment très intéressant. Et pour celles qui donc ont participé à ce premier atelier, merci de nous dire ce que vous en avez pensé et voir s'il faut continuer ou pas. Voilà. Et on verra qui partagera sur LinkedIn un petit quelque chose en parlant de l'atelier pour commencer à jouer l'interaction avec la communauté. Et vous pouvez mettre POC Solène Boquillon-Louvaisiou, je commenterai. Ok, très bien vu. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous. À très bientôt avec joie. Très bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir.